Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Franz-Olivier Gisbert, à 8h40, c'est notre esprit libre de Noël. Vous êtes un peu notre cadeau, hein. Je vais enlever le neuneu, là. Je vais vous déballer. Mais c'est formidable que vous soyez là un 25 décembre. David Abiker, j'adore travailler va, le France 25. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous tous. Et merci d'être là, Franz. Alors, c'est pas parce que c'est Noël que l'actualité n'est pas grave, si j'ose dire, puisqu'on a appris hier que l'ancien ministre et ancien commissaire européen Thierry Breton est désormais interdit de visa aux États-Unis. Ah ouais. À chaque fois, on est surpris, d'ailleurs, par les décisions prises par l'administration Trump. Qu'est-ce qui se cache, selon vous, derrière cette décision ? Chasse aux sorcières, sans aucun doute. Le pouvoir trumpiste, en fait, fait payer à Thierry Breton le Digital Services Act, DSA, qui est son enfant. C'est, quand il était commissaire européen, c'est un règlement qui oblige les plateformes numériques, américaines notamment, à mieux surveiller les contenus, à lutter contre la désinformation. Alors que Thierry Breton avait quitté la Commission, début décembre, l'Union européenne avait d'ailleurs infligé une amende de 120 millions d'euros pour manquement au règlement, au réseau social X, l'ex-Twitter, qui appartient, comme vous le savez, à Elon Musk. Le secrétaire d'État américain avait aussitôt parlé, je cite, d'attaque contre le peuple américain. C'est quoi cette histoire ? C'est qu'entre l'Amérique et nous, il y aura toujours le premier amendement de la Constitution américaine qui stipule, je cite l'amendement, que le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse. Ce premier amendement, il est dans les gènes des États-Unis. Il est tout à fait respectable, il peut se défendre, mais voilà, nous sommes en France, nous sommes aussi en Europe, et jusqu'à présent, nous appliquons nos propres lois, nous ne sommes pas aux États-Unis. La morale de tout ça, c'est que Donald Trump, qui ne s'intéresse plus du tout à l'Europe, hein, on le constate chaque jour, entend quand même la domestiquer, voire en faire un paillasson. Sont là des méthodes de voyous, d'État voyous en tout cas. On a le sentiment que ses premiers bons résultats économiques, parce que c'est une réalité, hein, on n'en parle pas beaucoup dans la presse, mais il y a une croissance de 4,3% en rythme annuel actuellement aux États-Unis. Avec un débat sur la fabrication des statistiques américaines, oui, quand même. Oui, mais enfin bon, plus 4,3%. Évidemment, peut-être que ça lui donne des ailes. Vous aurez noté ce drôle de paradoxe, c'est qu'on est attaqué par la Russie sur les réseaux sociaux avec de l'intox, de la désinformation, des faux comptes qui distillent des fausses informations. Donc l'Europe est évidemment obligée de se défendre de la désinformation russe. Oui. Mais de l'autre côté, du côté du marteau américain, il faudrait qu'on se laisse faire et qu'on ne réglemente pas la désinformation et les fake news sur les réseaux sociaux. Le premier amendement, ils veulent appliquer le premier amendement de la Constitution américaine en Europe. Le problème, c'est qu'on est européen. Franz, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement quitter les réseaux sociaux où nous perdons du temps, où nos enfants se ramollissent la cervelle, où nous avons remplacé la lecture des magazines par la lecture d'Instagram, où nous avons remplacé les rendez-vous avec nos amis par la connaissance de gens que nous ne fréquentons pas sur Facebook. Est-ce qu'on n'est pas aussi responsable de l'ultra-consommation européenne des réseaux sociaux ? J'entends ce discours, je le comprends tout à fait, je l'approuve même, mais j'ai besoin des réseaux sociaux comme plein de Français. J'ai besoin des réseaux sociaux pour m'informer à côté de ce que je lis dans la presse. Parce que il y a des vidéos tout à fait extraordinaires sur l'actualité qu'on ne voit nulle part ailleurs. Vous l'avez dit la semaine dernière avec les marchés de Noël attaqués en Allemagne par des fondamentalistes religieux. Alors, on reste en compagnie de Donald Trump, parce que dans le même temps, Trump menace de faire la guerre au Venezuela. C'est du sérieux. Ah oui. Ah oui. Il menace depuis un certain temps, hein, et il menace Nicolas Maduro et sa dictature, parce que c'était une dictature à Caracas, de mener un important trafic de drogue en direction des États-Unis. Il a organisé déjà un blocus du Venezuela. Au cours des derniers mois, l'armée américaine a organisé 14 frappes contre des bateaux susceptibles de transporter de la drogue, des bateaux vénézuéliens, bien sûr, avec un bilan d'au moins 61 morts. Hein. Il ne fait plus aucun doute qu'il entend, dans la foulée, faire tomber Nicolas Maduro, qu'il appelle à quitter le pouvoir. Ce serait une décision sage, dit-il. Bon, alors, est-ce qu'il faut défendre le Venezuela ?
Bien sûr que non. C'est un pays, écoutez ça, de 28 millions d'habitants qui a réussi le tour de force de perdre une grande partie de sa population. 7 millions d'habitants se sont enfuis. Selon certaines estimations, mais c'est au moins 7 millions. 7 millions qui ont fui la misère, la violence, la dictature, une dictature corrompue jusqu'à la moelle. Imaginez LFI au pouvoir. C'est ce qui est arrivé aux Vénézuéliens avec le soutien de la France insoumise, précisément, Jean-Luc Mélenchon ayant été d'ailleurs avec Dominique de Villepin, le chantre du régime de Caracas, fondé par César Chavez, dont la fille est, comme par hasard, la personne la plus riche du pays. Voilà. C'est le pays avec les plus grosses réserves pétrolières du monde, plus que l'Arabie Saoudite. Et sur le plan de la richesse par habitant, le Venezuela se situe au 96e rang dans le monde, juste derrière l'Albanie. Vous voyez ? Donc, la pompe à essence... au Venezuela, vous savez qu'elle est souvent sec. Elle est souvent sec, c'est-à-dire ces gens-là, on leur donnerait tout le sable du Sahara, ils seraient encore obligés d'en importer. À la différence près, quand même, quand vous citez c'est le résultat de la corruption. Quand vous citez la France insoumise, c'est qu'en France, on a la France insoumise, mais on n'a pas le pétrole quand même, malheureusement. Ça, c'est vrai. On n'a pas le pétrole vénézuélien. Peut-être rappeler une chose, c'est qu'on oublie, et c'est vous qui allez nous dire, pourquoi LFI a cette espèce de tropisme sud-américain et ce faible pour le Venezuela. Un certain nombre d'auditeurs ont peut-être oublié pourquoi. La nostalgie de la révolution bolivarienne, voilà. Et derrière, vous avez Cuba, vous avez le mythe de Che Guevara, etc. Et voilà, c'est là-dessus, ces cordes-là qu'a joué Nicolas Maduro. Mais franchement, il n'impressionne plus personne parce que c'est évidemment un vieux dictateur véreux à la ramasse. Franz-Olivier Gisbert et l'esprit libre de ce jeudi 25 décembre sur Radio Classique. Donald Trump voulait et brigue le prix Nobel et vous nous dites que il menace de faire la guerre non seulement au Venezuela, mais également au Nigeria, si ce pays continue d'y perpétrer un génocide anti-chrétien. Alors là, tous les mots sont piégés. Il y a la notion de guerre. Le Nigeria, il faut nous rappeler pourquoi on y menace les chrétiens et pourquoi on peut y parler de génocide. Dites-nous. Alors, le Nigeria, c'est un pays très peuplé, 235 millions d'habitants, riche en pétrole, avec une majorité de musulmans, 57%. Mais il y a donc une très forte minorité de chrétiens, composée d'ailleurs surtout de protestants évangéliques. Bon, il est de jour où les chrétiens n'aient pas à subir de nouvelles attaques. Il y a un mois, par exemple, un groupe armé est entré dans une église d'Uruku, après qu'un autre groupe armé eut enlevé pas loin une cinquantaine de fidèles et de jeunes filles, parce que ces groupes armés, ils aiment beaucoup enlever les jeunes filles qu'on ne revoit plus jamais. À la vérité, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe au Nigeria. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de chrétiens assassinés est largement supérieur aux 4000 recensés chaque année dans le monde. On parle de 50 000 au cours des 20 dernières années. Il y a des chiffres bien supérieur qui court. C'est ce qui a amené Donald Trump à parler de génocide. Bien sûr, ce n'est pas un génocide, et on ne peut pas parler d'ailleurs de campagne nationale de persécution antichrétienne. C'est plutôt un régime, le régime nigérian, qui est complètement dépassé. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a plaidé l'innocence. Mais ce qui est sûr, c'est que son pays paraît dépassé par le développement de ce qu'on peut appeler un islamo-banditisme, qui est mené notamment par le sinistre groupe Boko Haram, alors que l'insécurité ne cesse de monter. Vous savez qu'il y a eu 614 937 morts, victimes de l'insécurité, du banditisme, entre mi-2003 et mi-2004. Enfin, vous voyez le problème ? Ça s'appelle pas un génocide. Non, bien sûr que non. Non, c'est de l'insécurité, c'est de la violence, et la violence urbaine. Et vous avez un autre chiffre, asseyez-vous, c'est incroyable, 2 235 954 enlèvements. Bon, alors évidemment, tout ça nous amène à parler aussi des chrétiens, parce que ça, c'est un problème extrêmement important, les chrétiens.
les chrétiens, on n'en parle pas assez, on en parle en général le jour de Noël, mais enfin, c'est quand même le grand problème actuel, le problème de la chrétienté. Vous nous parlez des chrétiens d'Orient. Mais des chrétiens d'Orient, notamment. pas seulement, parce que, vous savez, on oublie souvent, par exemple, les chrétiens de Corée du Nord, qu'il y a 50 à 70 000 chrétiens qui sont détenus dans des camps de travail en Corée du Nord. En Birmanie aussi, une autre dictature débile, il y a 100 000 chrétiens qui ont été déplacés. Bon, voilà. Et ce qui est évidemment le plus, enfin, c'est là que les chrétiens souffrent le plus. C'est évidemment au Proche et au Moyen-Orient, comme il y en a pratiquement plus. On peut pas dire que parce qu'ils ont tous été chassés, enfin ils sont partis d'une manière ou d'une autre. Donc dans les pays arabes, il y a moins de problèmes évidemment, mais il en reste énormément dans l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. Et puis il y a l'histoire du Soudan aussi. C'est un conflit armé entre l'armée soudanaise et les forces de l'opposition. Les chrétiens n'ont rien à voir là-dedans, mais enfin ce sont souvent des victimes. Des victimes, oui, parce qu'ils sont là, voilà. Et les deux factions rivales, sont au moins d'accord sur un point, visiblement, c'est de casser du chrétien et puis de bombarder des églises du Soudan. Alors, la morale de tout cela, si vous voulez, c'est très simple. C'est que la christianophobie... De ce point de vue-là, Trump a raison de menacer, par exemple, le Nigeria quand il s'en prend aux chrétiens, parce que c'est le point de départ de votre propos tout à l'heure. Non, mais enfin, il a raison et tort, parce que le Nigeria, c'est simplement un régime dépassé, c'est-à-dire qu'il pratique pas un génocide. Il laisse faire parce qu'il sait pas comment agir, et puis ça fait longtemps, c'est pas la première fois. Ce sont des dirigeants, il y a beaucoup d'incompétence, il y a beaucoup de corruption, enfin, vous voyez le genre. Il laisse faire. Mais la morale de tout cela, c'est que la christianophobie, en tout cas, tue plus, ça c'est un message personnel pour la France Insoumise, je le répète donc, c'est le jour de Noël, la christianophobie, pour l'instant en tout cas, tue plus, beaucoup plus que l'islamophobie. Franz-Olivier Gisbert, je voudrais que vous reveniez sur cette loi que l'Algérie vient d'adopter, sur la criminalisation des crimes de la colonisation. Après une année qui a été ponctuée par des appels à se pencher sur le sort de Boualem Sansal, puis de Christophe Glaise, libération de Boualem Sansal, Christophe Glaise est toujours détenu. L'Algérie continue à agiter la rente mémorielle. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que c'est de la communication ou est-ce que l'Algérie en veut véritablement à la France? On avait aussi parlé de l'abandon de la langue française dans les classes algériennes, mais en fait, quand vous avez des images d'Algérie, quand vous entendez des Algériens d'Algérie parler en public, ils parlent français, les pubs en Algérie sur les murs sont écrites en français. Attendez. Et quand vous allez en Algérie, oui, et que vous êtes français, les gens vous adorent, les gens vous aiment. Mais oui, voilà. Ils aiment la France. Il y a une espèce de hiatus entre la communication gouvernementale, les décisions prises pour la galerie internationale qui ont un impact sur les détenus. J'allais vous reprendre quand vous parliez de l'Algérie, parce que c'est pas l'Algérie, c'est le gouvernement, le pouvoir d'ailleurs, le pouvoir algérien qui a besoin, parce que quand on parle de rente mémorielle, il a besoin d'expliquer au peuple algérien ses malheurs, parce que avec tout le pétrole, tout l'argent qui a été détourné depuis des décennies, évidemment, les Algériens n'ont pas tellement de quoi être satisfaits de la gouvernance des régimes qui se sont succédés, sous des noms divers. Mais enfin, c'est toujours le FLN, ce sont toujours les héritiers du FLN qui gouvernent aujourd'hui. Et puis, je vais vous dire, le vrai sujet, et c'est ça le vrai sujet, c'est que ce sont des colonisateurs qui nous accusent d'être colonisateurs, parce que qu'est-ce que sont ces dirigeants du FLN à quelques Kabyles près? C'était Kiwa, c'était des Arabes, voilà. Et il y a eu une colonisation arabe, c'est historique. C'est-à-dire, faut quand même regarder l'histoire de temps en temps. Au départ, l'Algérie, qui n'existait pas d'ailleurs, c'était différentes régions, était un peuple berbère, parmi lesquels on compte les Kabyles et beaucoup d'autres populations, mozabites, etc. C'était un peuple berbère. Il a été colonisé par les Arabes et ensuite, plus tard, colonisé par les Français. Parlons aussi de la colonisation arabe. Franz-Olivier Gisbert, pour Esprit Libre, sur Radio Classique, qui ne mâche pas ses mots. Franz, je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël et je vous ai réservé une pépite grâce aux archives de l'INA. Nous allons nous séparer avec une version de Noël Blanc
a cappella par Eddie Mitchell et un certain Michel Sardou. C'est, je vous le disais, une archive de l'INA qui date de 1982. Une rareté. Écoutez les deux artistes. Cherchez la note de départ. C'est un ré. Ré, c'est un ré. Et un, et deux, et un, et deux, et trois, et quatre. Bon. Badum, badum, babum. Badum, badum, babum. Badum, badum, babum. Badum, badum, babum. Oh, quand j'entends chanter Noël, Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Oh, 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 oh. Le sapin scintillant, la neige d'argent. Noël, oh mon beau rêve blanc, 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 blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, à l'heure où le grand vieillard descend. Oh, 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 oh. J'aime à voir tes yeux clairs, maman. Et je songe à d'autres Noël blancs. Baum, 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 baum. Quand j'entends chanter Noël, Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Oh, 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 oh. Le sapin scintillant, la neige d'argent. Pardon. Noël, mon rêve